BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. À BFM Business, on est premier sur l'éco, mais on est aussi premier sur l'immobilier. Double dose aujourd'hui. Marie Carderoy est avec nous de nouveau. Hello Marie. Je suis toujours là. Et Stéphane Descartiers nous a rejoint, dirigeant de SD Conseil et Formation. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine. On va faire le point avec vous sur la location meublée touristique, parce qu'on n'y comprend plus rien. Je vais très mal me résumer, mais en gros, avant, ça changeait tous les ans. Maintenant, ça change tous les 3 mois. Et on n'a même pas le temps de comprendre ce qui a déjà changé, que ça rechange. Alors, on va essayer de faire un exercice très simple. On va vous dire où on en est aujourd'hui. On va répondre à quelques-unes de vos questions, parce que vous nous avez adressé quelques interrogations par email. Et puis, on va tout comprendre avec vous, Stéphane. Alors, tout comprendre, je ne sais pas si on va tout comprendre, parce qu'il va falloir s'accrocher. Tout comprendre qu'on ne comprendra pas. Il y avait 2 cas, en gros, il y en a 8 maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est la volonté de simplification, mais enfin, là, en tout cas, ça ne prend pas le chemin. Donc, en résumé, si on se refait le film, il y avait des abattements pour les locations saisonnières. Donc, il y avait 2 cas. Il y en a 8 maintenant, comme on vient de le dire. Donc, le but, c'est effectivement, le but est louable, c'est de réduire effectivement la location saisonnière dans les zones tendues. Pour que ces logements viennent plutôt sur la location longue durée. Nu ou meublé normal. Nu ou meublé à l'année, etc. Alors, on se refait pas le sketch. Il y avait eu un amendement qui avait été mis par erreur, donc qui est parti avec le 49.3, mais finalement le Conseil d'État vient de nous dire le 8 juillet, si cet amendement, cette évolution donc est valable. Donc c'est maintenant dans les faits. Alors, je suis désolée Stéphane, je vous interromps parce que l'histoire est quand même super drôle cette histoire-là. C'est-à-dire non, mais elle est drôle dans le sens où en fait les sénateurs ont supprimé l'abattement qui était très favorable à la location Airbnb dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Le gouvernement, comme d'habitude, fait son 49.3 pour faire passer le projet de loi de finances. Et en fait, zap, que lui ne comptait pas supprimer cet abattement-là, mais que les sénateurs l'ont fait. Et donc, du coup, ça passe en l'état. Et là, le gouvernement réalise. Et donc, essaie de bidouiller la chose en disant non, finalement, l'abattement, on le remet. Et c'est ça que le Conseil d'État, la semaine dernière, a remis en cause et a dit c'est pas possible. Le projet de loi de finances, il a été voté comme ça. Donc maintenant, c'est la suppression de l'abattement. Je vous laisse poursuivre. Alors, bidouillage, c'est peut-être effectivement le mot, mais enfin bon, bref. Donc, aujourd'hui, quelle est la nouvelle donne? Alors, on se rappelle juste que les 2 cas dans le passé, c'était si vous faites de la location meublée à l'année, vous aviez donc droit à un abattement de 50%. Et si vous faisiez effectivement du meublé de tourisme, mais dans un bien classé logement de tourisme, vous aviez droit à un abattement de 71%, ce qui était quand même effectivement pas mal. Bon, meublé de tourisme, c'est plus de frais, etc. Il y a une procédure, c'est assez compliqué. Et finalement, ça concernait assez peu de logements. Enfin bref, peu importe. Donc la nouvelle donne, alors accrochez-vous. Donc, ça ne change pas pour la location meublée classique à l'année. Vous restez avec 50% d'abattement. En revanche, si vous faites du meublé de tourisme non classé, donc vous passez à 30% d'abattement. Alors qu'on était à 50. Alors qu'on était à 50, effectivement. Vous passez à 30% d'abattement avec un plafond de 15 000 euros. Donc qui est assez faible. Oui, c'est faible. Avant, c'était 77 000 euros. Donc là, vous passez à 30% avec 15 000 euros d'abattement. Et si vous êtes donc en meublé de tourisme classé, celui qui était abattu voilà. À 71%. Voilà. Donc là, vous êtes aussi à 30% d'abattement seulement et plafonné à 30 000 euros. Voilà. On a encore d'autres cas, ce n'est pas fini. On a encore les cas de ceux qui font du meublé de tourisme classé en zone détendue. Donc en zone détendue, vous conservez vos 71%. Jusqu'à 188 000 euros. Oh ben ça va. Mais attendez, mais c'est pas fini. Il y a toujours encore une couche, puis encore une couche, puis encore une couche. D'accord. Si vous êtes effectivement en zone peu tendue, mais en station de ski ou d'alpinisme. D'accord. Là, ça change. Oui, ça change. Donc c'est 71%, mais avec des plafonds. De 30 000 euros pour le tourisme et 50 000 euros pour le meublé classique. D'accord. Meublé autre, pas touristique. Donc voilà. Voilà, il faut maintenant en plus des notions d'alpinisme. Donc on va peut-être voir une nouvelle spécialité de fiscaliste alpiniste. C'est peut-être un cas. Mais non, mais surtout, première chose.
c'est quand même extrêmement compliqué. Je pense que ce tableau-là, sera certainement un étalon de l'abscon. C'est la folie réglementaire en route. Vous savez, Marie, je suis prof aussi de fiscalité en école immobilière. Je salue d'ailleurs mes élèves de Subtertiaire Paris. Ce tableau-là, je renonce à le faire apprendre à mes élèves. De toute façon, le temps qu'ils l'apprennent, ça aura changé. Non, mais vous avez vu la complexité. On va rentrer dans le pour s'y retrouver là-dedans. Pour que les gens mesurent, parce qu'effectivement, quand Stéphane le dit, parfois on peut se dire est-ce qu'on fait un sketch ou pas. Non, moi la semaine dernière, la première chose que j'ai faite, c'est appeler Stéphane et me dire c'est quoi ce bazar, je ne comprends plus rien. Et il me dit écoute, laisse-moi un peu le temps quand même. Parce qu'en plus, du coup, ce qui est très intéressant, ce que vous me disiez, c'est qu'en réalité, ce sujet de l'abattement, finalement, et c'est presque un non-sujet, et ça aura des effets finalement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire, parce que c'était le but de la suppression de ces amendements, de ces abattements, c'était de dire on essaye de décourager les gens d'investir sur Airbnb & Co et de partir soit sur de la location nue, soit sur de la location meublée longue durée. Et vous me disiez, en réalité, il existe toujours un autre statut qui était sur le papier plus complexe quand il y avait encore ces abattements, mais qui finalement est nettement plus favorable à ceux qui investissent en location saisonnière et vers lequel tout le monde va se tourner en réalité. Oui, mais c'est sûr. Alors, c'est vrai que les gens avaient plutôt tendance, les bailleurs avaient plutôt tendance à prendre les abattements parce que c'était plus simple. C'était plus simple. Vu la complexité maintenant de ce tableau totalement incompréhensible, donc la simplicité, c'est terminé. Donc, ça va précipiter dans les bras effectivement du réel. Alors, il faut que vous nous réexpliquiez justement, Stéphane, c'est quoi le régime réel et en quoi il est, en fait, au final, beaucoup plus avantageux que ne l'étaient même les abattements avant révision. Bien sûr. Alors, déjà, le réel, effectivement, c'est beaucoup plus avantageux et encore une fois, les gens n'y allaient pas parce que c'était un petit peu compliqué. Le réel, c'est quoi? Le réel, vous allez pouvoir déduire vraiment toutes vos charges parce qu'avec l'abattement, vous ne déduisez rien d'autre. Ni la taxe foncière, ni éventuellement les petits travaux, ni vos intérêts d'emprunt, etc. Vous étiez imposé à 50%, par exemple. L'abattement 50%. Revenus locatifs. Voilà, vous étiez imposé sur 50% de vos revenus. Donc au réel, vous allez pouvoir déjà déduire toutes vos charges, taxes foncières, intérêts d'emprunt, etc. Et surtout, le gros morceau, vous allez pouvoir amortir l'immobilier. Mais alors là, en termes de complexité aussi, ça se pose là, parce que vous prenez pas votre immobilier, vous le divisez sur 25 ou 30 ans. C'est des abattements par composants. C'est-à-dire qu'il faut amortir les murs, la toiture sur 40 ans, la façade sur 20 ans, l'électricité sur 12 ans et demi, etc. Enfin bon, en gros, j'ai besoin d'un comptable, quoi. Il faut un comptable. Donc les gens se disent, attends, là, il faut un comptable, c'est incompréhensible aussi. Donc on coche l'abattement à 50%, et puis au moins, voilà, on n'a pas de frais supplémentaires, etc. Sauf que techniquement, ça me coûte combien un comptable et ça me rapporte combien de passer à l'amortissement? Sauf qu'effectivement, c'était beaucoup plus intéressant et ça va devenir incontournable puisque il y a des comptables, il y a des sites internet qui sont tout à fait corrects et qui vous font ça pour 250-300 € déductibles de vos recettes BIC en plus. Donc vraiment, faut pas hésiter à y aller. Et le paradoxe, alors je sais pas si c'était voulu, mais le paradoxe, c'est que finalement, tout le monde va basculer au réel. Donc, au réel, les premières années, parce que vous amortissez aussi le mobilier sur 5-7 ans. Donc en fait, les premières années, vous effacez totalement votre impôt. Je ne vais plus payer le moindre impôt. Voilà. C'est-à-dire que ce revirement de situation va créer de la croissance pour les comptables, ça c'est sûr. Les comptables, alors, eux, ils sont très heureux. Mais pour les comptes de l'État, ça va créer effectivement un manque à gagner, c'est sûr. Pas trop fort pourvu voilà, c'est aussi les conséquences. Non, puis la complexité aussi. J'ai effectivement quand même creusé un petit peu. Il y a des cas pour lesquels ça va être incompréhensible. Par exemple, quand vous louez un studio en bail étudiant 9 mois et que vous faites du Airbnb, de la location courte durée le reste du temps, vous faites comment avec ce tableau ? Vous allez avoir un abattement pour 9 mois, un autre abattement pro rata temporis pour les 3 mois, ou alors du réel sur les 3. Stéphane, une fois qu'on a dit que le bazar que c'était et la complexité que c'était, est-ce que vous ne pensez pas quand même que compte tenu justement de ce flou artistique, on va pas avoir là dans le PLF, dans le projet de loi de finances pour 2025, peu importe les majorités qu'il y aura, un éclaircissement, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être des mesures nouvelles aussi sur cette fiscalité. Une clarté obscure.
De toute façon, ça peut pas être plus compliqué. Donc, effectivement, une simplification. Alors, s'ils arrivent à complexifier encore ce truc-là, là, effectivement, ça sera ils adorent relever ce type de challenge. Étudié plus tard dans les écoles, comme le paroxysme de l'administration en roue libre. Mais bon, effectivement, ça pourrait être que plus simple. Alors, ce qui est effectivement à prévoir, quels que soient les futurs gouvernements, etc., c'est que l'allocation, la fiscalité du meublé va se durcir. Ouais. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, ça va pour relancer la location nue, etc., puisque on se l'est déjà dit plusieurs fois, plus personne ne veut faire de la location nue. Mais on est d'accord que c'est pas une si mauvaise nouvelle, justement. Surtout en zone tendue, avec le plafonnement des loyers, plus la fiscalité, vous pouvez être, si vous êtes à l'IFI, en rentabilité au final négative. Donc les gens ne sont pas masochistes. Donc effectivement, la fiscalité du meublé va se durcir. Mais il faudrait, pour que les gens peut-être retournent vers le nu, au contraire alléger celle du nu. Mais vous Pourquoi croyez pas durcir celle du meublé, mais véritablement plutôt alléger celle du nu. Sinon, les gens ne font plus de nu. Ceux qui faisaient du nu se sont mis sur le meublé. Si on durcit aussi le meublé, ils vont partir ailleurs. Ils ne font plus d'immobilier du tout. Donc je pense pas qu'avec l'assèchement du parc locatif auquel on assiste et qui est cataclysmique aujourd'hui, on puisse en avoir les moyens, quoi. Les cas concrets sont très variés. J'ai retenu 2 questions d'auditeurs pour vous. Est-ce que vous avez la compétence d'y répondre? D'abord, on a Eric, un autre Eric. On a beaucoup d'Eric. Alors je ne sais pas d'où vient ce Eric-là, mais c'est Eric D. Il nous demande s'il vend sa maison en viager quand il sera à la retraite, est-ce qu'il pourrait la louer en chambre privée pendant ce temps sur Airbnb? Cas très concret. En attendant de la vendre. En attendant, je sais pas. Oui, alors, pendant la période d'attente pour la mise en vente, oui. Alors à part s'il est dans une ville de plus de 200 000 habitants, puisque ville de plus de 200 000 habitants, on n'a pas le droit de s'il faire en viager, c'est en attendant de mourir, j'imagine. Airbnb. Maintenant, sur une courte période, s'il n'a plus l'utilisation, il y a une jurisprudence récente qui montrait que quelqu'un qui était expatrié, qui devait revenir, mais qui a eu des problèmes de santé ou de boulot, je ne sais plus, et qui finalement a laissé son bien à Airbnb plus longtemps, je crois qu'il avait des problèmes de santé, plus longtemps que les fameux 120 jours par an qu'on connaît, ça a été jugé et ça a été retoqué, donc il a eu l'autorisation de le faire. Donc en cas de force majeure ou de situation exceptionnelle, Eric a sans doute la possibilité, quand même, je pense. Non, mais je crois qu'Eric, ce qu'il veut dire, c'est le temps finalement qu'il décède, puisque c'est l'idée du viager, a priori. Donc, il en garde l'usage, donc a priori, je dis pas trop de bêtises. Ah, ce serait du viager libre, alors, à ce moment-là. Et donc, effectivement, vous avez la possibilité, vous en gardez l'usage. C'est le principe du viager. Donc là, a priori, vous pouvez aussi récolter les fruits d'une mise en location, quelle qu'elle soit, à condition, évidemment, de respecter les règles réglementaires qui s'appliquent dans la ville où vous allez, le secteur où vous allez louer sur la location saisonnière. Autre question de Jean-Yves de Rennes, qui nous demande la situation d'un appartement détenu par une société civile. Est-ce que c'est limité dans la location à 120 jours à Paris comme un particulier, ou est-ce qu'une SCI peut s'affranchir de cette limite? Non, c'est exactement les mêmes règles pour une SCI. Ça ne change rien, qu'on soit en SCI, en SARL de famille, etc. C'est le bien qu'on a la possibilité de louer ou pas en Airbnb, plus ou moins de 120 jours. Et attention, les 120 jours, c'est même pas sur un bien que vous tenez. Par exemple, les gens qui font de l'étudiant en 9 mois, puis pendant 3 mois du Airbnb, c'est extrêmement limite. C'est toléré, je dirais, pour l'instant. L'histoire des 120 jours qu'on peut effectivement mettre en location courte durée, c'est sa résidence principale. Ouais. Lorsque, par exemple, on va en vacances ou on part à l'étranger 2 ou 3 mois, là, on peut effectivement, mais sinon, sur un bien locatif, même les 120 jours, c'est extrêmement limite. Beaucoup le font, mais c'est touchy. C'est touchy. Merci beaucoup Stéphane Descartiers pour votre regard. On l'a entendu, professeur de fiscalité à Subtertiaire à Paris, mais aussi dirigeant de SD Conseil et Formation. Merci Marie d'avoir fait des heures sup avec nous. Marie, dont on retrouve aussi la plume, vous savez, sur notre site web, sur les sujets IMO. On enchaîne sur un sujet iconique. On va parler d'investissement dans les montres. On se retrouve juste après. Tout pour investir sur BFM Business.